Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Gilles Hanus, qui publie Relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire aux éditions Libère. Gilles Hanus, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous êtes enseignant, vous êtes auteur de nombreux ouvrages de philosophie. D'où vient le trou de mémoire? Et pour commencer, d'où vient cet intérêt chez vous et la volonté d'écrire sur le trou de mémoire? Quand j'ai voulu écrire sur la mémoire, c'était mon premier sujet, sur la mémoire, je me suis demandé comment aborder le sujet. Et de fait, l'expérience la plus immédiate, je crois, que nous faisons, en tout cas que moi je fais de la mémoire, c'est précisément que ça n'est pas quelque chose d'homogène, de continu, de plein, mais précisément que c'est grevé de trous, comme ça, grévé de trous, et donc de trous de mémoire. Et je me suis dit, voilà, je vais aborder la mémoire à partir de ces irrégularités ou de ce qui en elle ne va pas de soi, ne va pas bien, précisément. Hein, c'était une manière, donc, à mon sens, d'abord originale et surtout qui correspond à l'expérience que je fais de la mémoire. Hein, plutôt logique. Vous citez Walter Benjamin, à chaque époque, il faut tenter de refaire la conquête de la tradition contre le conformisme qui est en train de la neutraliser. Autrement dit, retrouver une tradition, c'est échapper au trou de mémoire. Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que la tradition, on pourrait dire que la tradition, c'est une mémoire. C'est une mémoire. Or, ce que dit Walter Benjamin, c'est qu'il ne suffit évidemment pas de s'installer dans le récit que la tradition nous livrerait tout fait, pour ainsi dire, mais que précisément, il y a une conquête à faire de cette tradition, conquête qui se fait par l'étude, et que cette conquête, précisément, consiste à, d'une certaine façon, complexifier le récit uniforme de la tradition. Et donc, ce serait retrouver dans la tradition les forces vives qui la travaillent, plutôt que de faire de la tradition quelque chose d'étal et qu'on n'aurait qu'à perpétuer sans qu'il y ait plus d'études et de travail dessus. Alors la tradition, précisément, dans la tradition juive à laquelle vous avez recours dans le livre, vous expliquez que le commentaire part de l'idée que le texte n'est pas d'un seul tenant et qu'il faut constamment combler des trous. Mais précisément, un verset dans la Torah, c'est un tout, disons. Chaque verset constitue un tout, c'est-à-dire une unité, de sens ou de sens au pluriel. Et puis, l'étude consiste précisément à se rendre compte que la lecture linéaire, la lecture première, la lecture peut-être naïve qu'on peut faire d'un verset, en réalité, c'est une lecture qui se fait au prix d'autres lectures possibles. Et précisément, le commentaire, ça consiste essentiellement, je crois, à réactiver ces lectures possibles que l'unité de façade, disons, du verset a tendance à mettre sous le tapis. Et voilà, ce serait comme si ce qui était sous le tapis, d'où l'image du trou de mémoire, ce qui était sous le tapis se révélait à nouveau, pour autant qu'on accepte de lire le verset calmement, c'est-à-dire de s'arrêter à certains mots, ou de décomposer, etc., etc. Alors, en couverture, d'ailleurs, vous m'avez expliqué que la couverture fait référence, c'est une toile, et elle fait référence à la disputation de Barcelone. Il faudra m'expliquer la relation entre la fameuse disputation de Barcelone et cette toile. Alors là, je peux pas parler à la place du peintre. Il se trouve que c'est une toile très belle, c'est un collage en vérité d'un peintre qui s'appelle Christian Bonnefoy, qui est un immense peintre et qui m'a fait l'honneur et la sympathie de me prêter cette image ou de me donner cette image pour le livre. C'est effectivement un collage assez difficile à déchiffrer. On y voit quelque chose, une sorte de créature sans vraiment y voir grand-chose. Et lui, il a intitulé La dispute de Barcelone. Et le nom de Narmanide apparaît sur la toile elle-même, sur le collage. Je saurais pas parler à sa place. Ce qui est sûr, c'est que à ses yeux, il avait lu le livre, il avait lu mon livre, et ça a été une image précisément de cette capacité du commentaire à réactiver des sens qui sont tapis sous le verset immédiatement. On voit passer dans le livre la figure de Yerushalmi, qui a beaucoup écrit sur le thème de la mémoire, du temps, de l'oubli. C'est le fameux livre Zachor. Ça veut dire « n'oublie pas, souviens-toi ». Souviens-toi, ouais.
Alors, je le cite effectivement parce que Yerushalmi a été sensible. Je suis pas un grand spécialiste de ces textes, mais enfin, j'ai lu Zahor plusieurs fois. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est la sensibilité dont il témoigne vis-à-vis précisément de ce que j'appellerais avec Lévinas, moi, l'anachronisme du Talmud. Parce que chez Yerushalmi, qui est un historien, donc qui pose les choses de façon très développée, très carrée aussi, il y a cette sensibilité au fait que dans le Talmud, par exemple, on apprend beaucoup plus sur les personnages bibliques que dans la Bible elle-même. Donc ça a frappé Yerushalmi que les maîtres du Talmud étaient possesseurs, manifestement, d'un savoir bien plus vaste que celui qui est concentré simplement dans les versets bibliques. Et à ce titre, évidemment, il m'intéressait pour le lien entre la Torah et le Talmud, que j'étudie dans un des chapitres du livre. Alors, bien entendu, on voit passer aussi la figure de Benny Lévy et son approche précisément de la lecture et du commentaire. Alors vous l'avez dit, c'était mon maître pendant assez longtemps. J'ai été proche entre guillemets de lui pendant 17 ans environ. J'ai étudié énormément de textes de philosophie d'abord avec Benny Lévy, et puis un petit peu de Torah au sens large. Alors effectivement, je suis moi façonné dans ma manière d'approcher les textes par ce que j'ai reçu de Benny Lévy, dont on peut dire que c'était un lecteur absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui, dans le champ philosophique, pour commencer par là, pouvait commenter les textes de la tradition philosophique, précisément en les renouvelant constamment et de façon absolument inattendue. Et donc, il mettait en œuvre aussi sur la tradition philosophique le précepte, si on peut dire ça, de Walter Benjamin, parce que précisément, dans les textes classiques de la philosophie, dont en fait la plupart du temps on sait ce qu'ils disent sans les avoir lus, Benny Lévy ramenait un souffle qui faisait revivre ces textes, et c'est vrai pour les dialogues de Platon, c'est vrai pour Leibniz, c'est vrai pour, j'ai étudié Spinoza, Marx, etc. avec Benny Lévy, j'ai étudié toutes ces choses-là. Et de fait, je crois que cette pratique de la lecture, qui ne prend jamais le texte comme déjà connu, mais qui vraiment arpente tous ces aspects, les creuse, les fouille, les déconstruit, c'est une méthode, évidemment, dont sa pratique de l'étude juive l'avait, si vous voulez, nourrie et renforcée. Bien entendu, ça vient de là, manifestement. Alors, on va bientôt marquer le 20e anniversaire de la disparition de Benny Lévy. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous ai invité cette semaine, parce que vous avez été effectivement l'élève, le disciple, l'ami de Benny Lévy, y compris quand il était en Israël. Il avait laissé un certain nombre d'ouvrages chez vous que vous conserviez, et quand il venait, il étudiait. Je parle d'ouvrages de Torah, bien sûr. Absolument. Et quel souvenir gardez-vous de Benny Lévy? Alors, c'est difficile de ramener à une chose, mais enfin, ouais, deux choses. D'abord, ses éclats de rire, vraiment, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement concentré, d'extrêmement sérieux, mais en même temps, c'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, vraiment, pour ses étudiants. C'était le mot est juste. Et quelqu'un de très drôle, c'est-à-dire qu'en plein milieu d'une étude extrêmement pointue, serrée, difficile, exigeante, il partait d'un grand éclat de rire. Et bon, alors ça, c'est une première chose. Et puis sinon, évidemment, tout ce qui était sa très grande classe d'enseignants, c'est-à-dire, moi, j'ai peu connu d'enseignants de ce type-là, c'est-à-dire sa capacité à vraiment nouer un dialogue intime avec chacun de ses étudiants, même s'il parlait devant tout le monde, hein, et de faire en sorte que, effectivement, on se sente complètement saisi par ce qu'on étudie, comme si c'était une réquisition personnelle, absolument personnelle, comme si ça ne parlait qu'à soi. Voilà. Et vous avez été, il faut le dire, vous avez veillé, du moins, à ce que le centre d'études lévinassiennes que vous aviez créé avec lui et d'autres, que ce centre perdure. On peut dire qu'il est toujours là, ce centre? Alors oui, l'Institut d'études lévinassiennes, effectivement, il a été créé en 2000 à Jérusalem par Benny Lévy, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy à l'époque. Nous, on était là aussi en soutien. Et puis, au moment où Benny
est mort, nous avons, avec son fils aîné René, décidé que l'Institut devait revenir à Paris parce que, bon, à Jérusalem, il n'y avait plus de force vive pour le faire, pour le prolonger, si vous voulez. Et depuis 2003, l'Institut est à Paris. Donc, on a effectivement, oui, on a toujours des activités. On a un séminaire annuel. Alors, bon, évidemment, avec le Covid, ça a été un petit peu perturbé, mais enfin, on a un séminaire annuel, donc un ensemble de conférences thématiques, et on continue cet esprit de l'Institut tel que Benny Lévy nous l'a légué. On le continue en continuateur, c'est-à-dire en fils pour René et en presque fils pour moi, mais au sens où être fils, Naïr, c'est être bâtisseur en vérité. Donc c'est renouveler ce que nous avons hérité de lui. Et récemment, il y a eu un centre Lévinas qui a été inauguré en Lituanie, à Kaunas, et on a pu voir qu'il y avait sur les murs, je vous l'ai raconté, mais tous ceux qui y ont été pourront vous le confirmer, il y a sur les murs tous les numéros des cahiers d'études lévinassiennes que vous aviez consacrés depuis 20 ans. Voilà, oui, la revue a été créée en 2002, donc effectivement très vite, après l'Institut. Elle existe toujours, elle publie un numéro par an, c'est un numéro de revue, c'est-à-dire c'est un petit livre en vérité, entre 300 et 600 pages selon les exemplaires. Et de fait, lorsque ce centre a été créé, bon, j'ai été contacté moi par les gens de là-bas qui m'ont dit voilà, on ouvre un centre consacré à la pensée de Lévinas dans sa ville natale. Bon, est-ce qu'on peut compter sur un soutien de votre part? Alors le soutien auquel j'ai pensé immédiatement, parce que l'Institut d'études lévinassiennes n'a pas des moyens démesurés, mais enfin j'ai proposé d'envoyer toutes les revues, voilà, et puisqu'ils ont un centre documentaire, donc du coup effectivement toutes les revues sont présentes là-bas. Ce qui est une bonne chose. J'imagine que si la situation mondiale se calmant peut-être un jour, si les gens étudient calmement Lévinas là-bas, ce sera très bien que la revue soit à leur disposition. Parce que ça fait, 20 numéros consacrés à des thèmes différents chez Lévinas et autour de Lévinas. Le trou de mémoire, alors on en revient, ce fameux trou de mémoire, est-ce que vous diriez qu'il a le même statut que le lapsus ou que le trac au théâtre ? Alors, il se trouve que dans le livre, je croise très souvent la route de Freud, bien entendu, puisque aborder la mémoire du point de vue de ses défaillances, comme j'ai dit au début, bon, ça renvoie nécessairement, pour qui lit Freud, à Freud qui s'intéressait beaucoup à ça, à ces petits ratés de la mémoire. Donc, que ce soit les oublis, ce qu'il appelle les actes manqués, que ce soit le lapsus, bien entendu. Donc, je suis assez proche de cela, c'est-à-dire de ce constat. Pour l'instant, c'est un constat chez moi que effectivement, notre mémoire n'est pas ce tissu continu qu'on aime se représenter, qu'elle est perlée de petits trous, mais que ce qui est dans ces trous, pour ainsi dire, ressurgit de temps en temps de façon involontaire. Donc il y a bien quelque part quelque chose qui se préserve, qui se maintient de ce que nous avons apparemment oublié. Et c'est ce qui m'intéressait dans la figure du trou de mémoire, c'est qu'en fait c'est une figure, si vous voulez, intermédiaire entre la mémoire, telle qu'on se la représente, le souvenir, et puis l'oubli. Parce qu'en fait, avoir un trou de mémoire, c'est quoi? Si on décrit la chose simplement, avoir un trou de mémoire, c'est savoir qu'on a su quelque chose, mais ne plus savoir ce qu'on a su. Donc, on est dans une catégorie qui brouille, si vous voulez, les catégories très simples de mémoire-oubli, comme des opposés. Parce que de fait, dans le trou de mémoire, il y a de la mémoire. Je sais très bien que j'ai un nom sur le bout de la langue, je sais très bien que j'ai su la chose. Et puis simplement, maintenant, là, tout de suite, à l'instant présent, je suis incapable de me souvenir de ce que je sais très bien pourtant savoir. Voilà. Donc, du coup, ça m'a intéressé cette figure parce que c'est une figure si vous voulez, de croisement entre les deux, voilà, la mémoire et l'oubli, quoi. Oui, c'est le fameux Achor parce que le fameux Achor a trait à Amalek, et voilà. On dit « Souviens-toi, n'oublie pas ». Et ce « n'oublie pas » a suscité beaucoup de commentaires, parce que est-ce que ça veut dire « n'oublie pas » de te souvenir, ou est-ce que ça veut dire souviens-toi de ne pas oublier? Tout ça, c'est un peu mélangé. Et puis n'oublie pas d'oublier et d'effacer le nom d'Amalek en vérité aussi. Donc, voilà, c'est ça. C'est un impératif un peu paradoxal, dans le sens où c'est un souviens-toi qui comporte aussi un oubli. Souviens-toi qu'il faut effacer le souvenir de Amalek. Absolument. Alors, on va terminer puisqu'on a un peu de temps. Prenez votre temps pour commenter le questionnaire Pont-Neuf. Et avec vous, on va commencer par la question philosophique.
qui intéressait beaucoup Benny Lévy. Vous allez me le confirmer. Êtes-vous Platon ou êtes-vous Aristote? Alors, sans aucun doute Platon, et en cela je suis aussi l'élève de Benny Lévy, puisque comme vous savez, Shlomo... Oui, lui, c'était Platon. Voilà, dans son enseignement, l'immense majorité des textes qu'il a travaillé avec ses étudiants étaient des dialogues de Platon. Alors pourquoi, si j'ai 2 minutes? Parce que, si vous voulez, dans la manière d'écrire de Platon, Platon est un véritable écrivain. C'est-à-dire les dialogues sont une mise en scène. Et il y a des images constamment, il y a des situations qu'il faut décrypter. On n'est pas du tout comme chez Aristote, dans quelque chose qui serait de l'ordre du traité, avec des définitions, puis des déductions, même si on n'a pas toujours une logique immédiatement compréhensible. Mais enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus rigoureux à première lecture, Aristote, que Platon. Mais précisément, dans les plis de Platon, dans les petites histoires dont sont remplis ces dialogues, dans les attitudes des personnages, dans les pastiches, parce que Platon était un très grand pasticheur, il parodie plusieurs des auteurs grecs, alors il se passe quelque chose là-dedans, qui est très proche, toute proportion gardée bien entendu, de ce qu'on peut trouver dans le Midrash, et auquel Benny était très sensible. Benny était un grand commentateur du Midrash, hein, et voilà, parce que c'est pareil, le Midrash, c'est une série d'images qui vient saturer le sens d'un verset, et de ces images, il y a énormément de suggestions qu'il faut savoir tirer. Donc Platon. Platon, il disait souvent que les Juifs sont naturellement platoniciens et non pas... Bon, ça se discute. On pourrait tenir la thèse inverse. Oui. René, son fils, dirait plutôt Aristote. La preuve, c'est Maïmonide. Alors, précisément, êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Alors, c'est une question difficile. Je peux pas trancher. Je suis Rachi, évidemment, pour la lecture des versets bibliques. On peut pas faire autrement. Donc, pour le pshat. Vraiment Rachi. Ensuite, pour la compréhension plus générale et plus avec plus de perspective, disons que le Rambam, donc Maïmonide, est une lecture tout à fait roborative, que ce soit le Guide ou le Mishneh Torah. Bon, ce sont des textes. Bon, c'est difficile de trancher entre les deux. C'est pas au même usage, si vous voulez. Voilà. Non, mais vous pouvez tout à fait dire les deux. Il y a pas de problème. Êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Grossman? Je parle de Vassili Grossman, hein, pas David Grossman. Encore que j'ai une fois demandé à David Grossman s'il avait un lien, avec, et il m'avait dit, mais je me souviens plus de la phrase en latin, que le nom Newman a une signification. Je saurais pas retrouver la phrase, mais que donc voilà. Donc ça disait quelque chose qui s'appelle Grossman. Alors disons que je suis plutôt Grossman. Je suis plutôt Grossman, Vassili Grossman, parce que je l'ai beaucoup plus lu, parce que il se trouve que Lévinas en parle, que donc de ce fait je l'ai lu, que je me suis beaucoup intéressé à la Russie, enfin à l'Union soviétique, à la Russie ou l'Union soviétique au XXe siècle, pour sa littérature. Maintenant c'est sans rejeter Tolstoï que j'ai beaucoup aimé lire aussi. Bon, le côté de ce qu'on pourrait appeler l'âme russe dans son génie propre, voilà. Bon, donc. Mais plutôt Grossman. Vous savez que maintenant, en Russie, avec Poutine, il faut plus dire guerre épée, il faut dire la opération spéciale, voilà. Et il faut rappeler que Grossman était natif de Berdichev et d'Ukraine, où a disparu sa maman dans des conditions très difficile, mais son premier livre portait sur Berdichev qui a été aussi le lieu où s'est élaboré le violon sur le toit, enfin la Anatevka du violon sur le toit, écrite par Shalom Aleichem, c'est Berdichev. Êtes-vous Bible ou êtes-vous Talmud? Alors, pour être cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis Talmud dans le sens où, pour moi, ce sont les trous de mémoire et donc la révélation qui vient de là dans la lecture des versets. Mais il va de soi que il faut avoir les versets pour pouvoir les percer grâce au Talmud. Oui. Alors, il y a une question aussi. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Je sais que vous êtes un grand amateur de peinture. Alors plutôt Soutine pour moi. Plutôt Soutine. Plutôt Soutine. Pourquoi? Ah là, c'est difficile de mettre des mots dessus. Pourquoi? C'est moins
c'est moins immédiatement, bon, je sais pas, je vais me faire tirer les oreilles, mais enfin, c'est moins immédiatement lisse pour moi que Modigliani. Et j'aime ce plissé ou cette complexité plus grande pour moi chez Soutine que chez Modigliani. Oui, c'est plus brutal. Voilà, c'est plus brutal, et donc il y a à mon sens plus de choses à recevoir et à chercher que chez Modigliani. Bon. Qui était plus doux, plus séfarade, plus proche. Est-ce qu'aurait répondu Benny Lévy à cette question? Alors là, oui. Je suis incapable de vous le dire. Je sais pas du tout, parce que vous savez, Benny, moi quand je l'ai connu, on parlait très peu on pouvait parler beaucoup de littérature, beaucoup de philosophie, beaucoup de choses, pas tellement des images, à vrai dire, parce que c'était plus trop sa préoccupation. Donc j'avoue ne jamais avoir parlé peinture, par exemple, avec Benny, jamais. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il était totalement requis par l'étude. Voilà. Et voilà. Il n'y avait rien d'autre. Non, j'ai des souvenirs de Benny parlant de cinéma, des choses comme ça, mais jamais de peinture. J'ai vraiment aucun souvenir de peinture, de discussion sur la peinture avec lui. Donc j'aurais beaucoup de mal à vous dire ce qu'il aurait. Mais il continuait quand même de donner des cours, notamment vous avez publié vous-même son cours sur Platon. Ben, il a continué jusqu'à son départ de France. Il a donné des cours à Paris 7, donc à Jussieu à l'époque, c'était à Jussieu, donc en 95. Et puis ensuite, il a donné des cours de toute façon à l'Alliance française là-bas, à Jérusalem, dans ce qui s'appelait l'école doctorale, puisqu'au début il avait créé une école doctorale, et ensuite à l'Institut d'études lévinassiennes jusqu'au bout. Il a enseigné le séminaire principal, plus des petits enseignements latéraux à côté, parallèles. Oui, jusqu'au bout, il a enseigné tout à fait. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook? Vous pouvez me dire aucun des deux. Hein. Non, c'est pas vrai. Étant donné mon âge, je suis plutôt Facebook. Twitter, j'ai jamais utilisé, donc Facebook un petit peu. Oui. Benny avait une maîtrise des réseaux sociaux, ça l'attirait Je ne crois pas, non, pas à ma connaissance. Non, ça l'attirait pas. Non, c'est-à-dire qu'il était soucieux que les choses qu'on faisait à l'Institut soient comme ça publiques, soient connues, qu'on puisse y accéder sur Internet. Mais pour ça, on avait des amis qui s'occupaient de la chose. Lui-même, non. Non, lui-même, non. Bien, alors je vais rappeler le titre de votre livre, Relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire. C'est un livre qui paraît aux éditions Liber. Gilles Anus, merci. C'était Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Bonne journée à tous.